Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Le numérique est-il compatible avec la démocratie? Vaste question. On va essayer d'y répondre avec notre invité Michel Leclerc ce soir. Bonsoir Michel. Bonsoir François. Michel qu'on connaît puisque vous intervenez de temps en temps dans Tech Co sur BFM Business. Vous êtes avocat associé chez Parallèle Avocat. Et c'est vrai, nous sommes en période électorale pour les élections départementales et régionales, tandis que les élections présidentielles et législatives, vous le savez, arrivent l'année prochaine. L'échéance 2022 est proche. Et vous venez de publier donc le numéro 6 de votre revue Third, qui est intitulé « Le numérique peut-il sauver la démocratie ?» Alors, comment aborder cette question, Michel, des interactions du numérique et justement et de la démocratie, parce que c'est un vaste sujet. C'est un sujet qui suscite la passion et qui est paradoxal parce qu'il oppose deux courants de pensée apparemment inconciliables. D'un côté, ceux qui considèrent que le numérique est un outil puissant, positif, qui permet de diffuser les opinions, les débats, l'information, de sorte que les outils permettent aux citoyens de prendre le pouvoir. Et de faire avancer la démocratie. De faire avancer la démocratie en se passant des corps intermédiaires traditionnels que sont les médias ou les partis politiques. Et puis en face, vous avez ceux qui considèrent que la démocratie est en danger parce que le numérique serait son bourreau, qui serait un système de surveillance proprement antidémocratique. Pour répondre à cette question des interactions entre numérique et la démocratie, on a choisi avec cette revue Third qu'on édite de donner la parole à plusieurs disciplines. Cette approche pluridisciplinaire, elle nous a fait consulter et donner la parole à des informaticiens, des entrepreneurs, des journalistes, des politiques, des intellectuels, des universitaires, pour permettre de comprendre qu'en réalité, quand on vote électroniquement, quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, quand on s'appuie sur le numérique pour essayer de pousser une réforme du système électoral, on touche à ce sujet qui est au cœur de nos sociétés, qui dépasse l'économie, la culture, qui dépasse également tous les sujets politiques et qui est en réalité la preuve que le numérique a véritablement sa place aujourd'hui. Et le constat qu'on fait en lisant ce numéro, qui contient une douzaine d'articles, c'est que, en réalité, pour bien appréhender ce sujet et pour faire en sorte que la démocratie occidentale cesse d'avoir peur du numérique, il faut comprendre que c'est avant tout un outil qui, bien utilisé par le politique, par les institutions publiques, par les gouvernements, par tout ce qui fait l'infrastructure démocratique aujourd'hui, peut être un outil à condition d'être compris et considéré comme tel et non comme quelque chose de mystérieux qu'il faudrait réguler. Alors Michel, l'objet de toutes les crispations, bien sûr, on le sait, c'est les réseaux sociaux, qu'on voit comme des lieux hors de contrôle, où se décideraient les élections. On en a parlé beaucoup de Facebook à l'époque de Trump. Quel est votre avis sur ce sujet? Alors, contrairement à ceux qui considèrent que les réseaux sociaux seraient le signe de la fin de la démocratie, la réalité est beaucoup plus nuancée. On a deux contributeurs dans cette revue qui nous permettent de répondre à cette question. Le premier, c'est Julien Boyadjian, qui a écrit un article en tant que maître de conférence en sciences politiques et qui explique pourquoi il est absolument fallacieux de considérer qu'on puisse analyser l'opinion publique en regardant les réseaux sociaux. Et que la démarche qui est très fréquente aujourd'hui de faire parler les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer des tendances de fond dans la société, elle est totalement erronée parce qu'on se rend compte, étude à l'appui, que les opinions qui sont ressorties des réseaux sociaux sont totalement minoritaires, à la fois qualitativement et quantitativement. En substance, on en ressort seulement les opinions les plus radicales et les plus minoritaires, de sorte qu'en fait, si on se fonde là-dessus pour essayer de comprendre le débat démocratique, on se trompe de sujet et on donne de la voix à des minorités radicales, parfois dangereuses. Oui, et qui amplifient leur message via les réseaux sociaux. Ouais. Et puis vous avez Nicolas Van Bromerge, qui est un intellectuel, fondateur de Spin Tank, qui écrit un article également dans lequel il nous explique à quel point nos gouvernants français, donc c'est plutôt un sujet français, ont abandonné le numérique par incompréhension, par absence de volonté de comprendre ce que c'est qu'un outil numérique, comment fonctionne le numérique. On laissait cours à cette idée que le numérique serait dangereux et on laissait des acteurs privés, on les connaît, les GAFAM, investir le sujet du numérique. Les Twitter, les Facebook. Et fixer toutes les règles, en réalité, et s'auto-réguler, alors même que le politique doit être un architecte et doit être celui qui décide comment est-ce que les outils doivent être utilisés sans céder, comme on le voit toujours dans le discours, à cette tentation de dire c'est dangereux, il faut réguler.
Michel, alors qui dit réseaux sociaux dit complotisme et fake news, hein, bien sûr. Il faudrait peut-être qu'on revienne aussi sur cette loi dite anti-fake news qui a été votée en 2018, qui devait en théorie assainir l'espace public français des fausses informations. Quel est le bilan de ce texte ? Je crois que c'est pas fameux quand même. C'est pas fameux, c'est négatif parce que c'est un texte qui traite la cause, le symptôme au lieu de la cause. C'est-à-dire que, comme souvent en France, on s'attaque au phénomène qu'on veut combattre sans s'attaquer aux causes. Et donc on a une loi qui a mis à la charge, en 2 mots, à la charge des plateformes, des obligations de transparence et d'information, et qui a créé une procédure dite référée fake news, qui permettrait d'obtenir très rapidement le retrait de contenu faux qui serait publié sur les plateformes. En réalité, quand on regarde le bilan, on a une seule décision qui a été rendue sur la base de ce référé, qui est négative, qui a refusé le retrait du contenu. Et puis, le rapport du CSA sur le sujet vous dit bien que les plateformes, aujourd'hui, communiquent très peu d'informations sur la manière dont elles se conforment avec ce texte. Et la raison est simple, c'est qu'on s'est trompé d'outils. On a créé un système franco-français qui n'a pas d'équivalent à l'échelle européenne, qui crée très peu d'incitation pour les acteurs de se mettre en conformité, puisqu'il s'agit d'une loi géographiquement très limitée. Et un tout petit pays. Et puis on a une approche qui n'est pas européenne, qui est franco-française, qui contient des sanctions très limitées et qui en réalité prive d'effet tout le dispositif, alors que la réalité de la régulation de l'Internet, c'est qu'elle doit se faire à l'échelle macro, à l'échelle européenne. De la même manière qu'on a créé le RGPD, c'est des approches systémiques qu'il faut avoir. Par exemple, aujourd'hui, vous avez le Digital Services Act, qui a déjà été discuté ici, qui est un texte qui va refonder les règles de responsabilité des grands acteurs de l'Internet, des intermédiaires, des plateformes. Mais au niveau européen. Permet au niveau européen de fixer des règles communes avec un dispositif immédiatement applicable à l'échelle européenne et en plus des sanctions qui sont dissuasives. Merci beaucoup Michel. Si on veut en savoir plus, le numéro 6 de votre revue Third, donc intitulé « Le numérique peut-il sauver la démocratie ?» Et rappelons que vous êtes avocat associé chez Parallèle Avocat. Merci. Et vous le savez, Tech & Co, chaque soir, nous sommes là, 20h, 22h, radio, télé, sur bfmbusiness.com et le podcast qui vous attend, podcast audio et le replay en vidéo aussi.